Tout d'abord, merci pour cette invitation. La journée a été passionnante. Je crois que mon commentaire euh, va commencer en essayer de développer une remarque qui a été faite par Simon Schaffer euh, il y a quelques minutes. C'est-à-dire que dans sa réponse, je crois, à la dernière question, il a souligné l'écart entre notre notion de circulation en tant que catégorie analytique et la notion des circulations qui circulait ou a été développée, disons, dans plusieurs directions, par exemple au XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'on pourrait traduire cet écart dans les termes de l'opposition bien connue proposée par Kenneth Pike, l'écart entre les niveaux éthiques, c'est-à-dire les niveaux de l'observateur ou des observateurs, et les niveaux émiques, c'est-à-dire les niveaux des acteurs. Alors, je voudrais commencer par cela, parce que je pense que pendant toute la journée, dans toutes les interventions, on a pris une certaine distance par rapport à cette notion de circulation, qui n'est pas évidente. C'est-à-dire qu'il y a là une métaphore cachée, ou disons pas explicite, qui implique une certaine fluidité, tandis que tout le monde, en commençant par Sanjay, a souligné qu'il y a des obstacles, il y a des ruptures, etc., etc. Alors je pense qu'il faudrait réfléchir sur cela. Et si vous voulez, on pourrait proposer, ou pas proposer, disons réfléchir sur deux modèles ou deux exemples liés respectivement à la circulation des textes, circulation entre guillemets, des textes et la circulation des images. Je m'explique. Alors, on pourrait essayer de traduire cette notion de circulation dans d'autres mots en parlant par exemple de réception. Alors je pense, j'ai parlé de circulation des textes, à l'esthétique de la réception qui a été, disons, proposée par l'école de Constance et par son, disons, initiateur, c'est-à-dire Hans Robert Gauss. Alors, ce serait intéressant, je crois, de retracer la généalogie intellectuelle derrière ce projet. Analysant par exemple les rôles joués par Emilio Betti, un chercheur qui travaillait sur, disons, l'histoire du droit romain. Le mot réception, dans sa signification technique, ça réfère justement à ça, c'est-à-dire la réception du droit romain dans les pays germaniques, français, etc. Et, disons, Betti a travaillé aussi à un niveau très théorique. Il était, dans les années 30, très proche du point de vue politique au régime nazi. Il y a là une généalogie à explorer. Et, disons, mais c'est quelqu'un de très influent, c'est quelqu'un à un niveau très important. Et je crois que, là, par exemple, les rapports intellectuels entre Betti et dont l'ouvrage a été traduit en allemand aussi, et Gadamer, ce serait un objet de réflexion intéressant. Alors je pense que chez Gauss, disons, la réception a joué un rôle qui était d'une certaine façon alternatif à, disons, l'analyse sur les textes. C'est-à-dire qu'il y avait là un côté polémique. D'un côté, il y a la philologie qui est axée sur l'analyse des textes, de l'autre côté, il y a la réception, l'histoire de la réception. Alors ce modèle, à mon avis, est un modèle simpliste. Il y a un autre modèle qui est beaucoup plus intéressant et qui a été évoqué, je dirais, d'une façon implicite plusieurs fois, au moins j'ai pensé plusieurs fois en vous écoutant à ce modèle, qui est à mon avis un modèle très fécond. Et je pense au grand livre de Michael Baxendale, Painting and Experience. Je peux évoquer ici le fait que le livre de Baxendale a été, disons, lancé dans les milieux intellectuels français par Pierre Bourdieu.
Et je me rappelle, dans les années 60, dans les années 90, des séminaires, c'était un projet de Bourdieu, où Baxendale a participé aussi. Alors, dans quel sens le modèle de Baxendale est fécond et dans quel sens il peut dire quelque chose autour de recherches qui ont été présentées ici. Alors je pense que lorsqu'on parle de circulation, on peut imaginer une chaîne où il y a, disons, plusieurs chaînons. Et par exemple, pour évoquer, disons, les modèles les plus simples, il y a deux termes dans un chaînon. Mais ce que le modèle de Baxendale implique, c'est qu'il y a quatre termes. Parce qu'il y a le schéma de ceux qui produisent et le schéma qui est impliqué dans la réception. Alors là, il y a une complexité qui a été évoquée d'une façon, disons, implicite plusieurs fois, ou presque explicite. Lorsqu'on écoute, on lit par exemple cette liste extraordinaire tracée par William Jones de recherche où les noms d'Homère, de Thucydide, de Polybe, je crois, a été évoqué d'une façon explicite, etc. C'est-à-dire là, il y a un schéma qui joue un rôle important pour approcher en esprit et ensuite en réalité une réalité culturelle différente. Alors, mais de l'autre côté, il y a aussi, disons, du côté de la réception, il y a des schémas. Et ces schémas sont des schémas qui sont très difficiles à saisir. Alors, je peux rappeler, par exemple, mais justement, pour faire, disons, bref, un passage magnifique de livre de Baxendale où il analyse une fresque de Piero della Francesca où il y a, disons, un édifice vide qui peut paraître un tonneau, mais vu d'une façon oblique. Alors il analyse, disons, il se pose le problème, mais comment les gens pouvaient percevoir cet édifice, etc., où se place la décapitation de Cosroe à Arezzo. Alors il dit, bon, on peut regarder, le commanditaire c'est un marchand, une famille de marchands, les Bacci, on peut essayer de voir, disons, sur quel genre de livres les marchands, les fils de marchands apprenaient à mesurer l'espace. Alors il y a un libro d'abaco, alors il y a cette analyse vraiment vraiment bizarre pour nous. C'est un expériment anthropologique. Ce livre de Baxendale a été analysé dans un séminaire à Princeton par Clifford Geertz, c'est pas par hasard. Alors c'est vraiment un déplacement intellectuel extraordinaire. L'auteur du livre d'Abaco est justement Piero della Francesca. Mais cette coïncidence entre le peintre et l'auteur du livre d'Abaco est au fond marginale. C'est-à-dire que ce qui est évoqué là-bas, c'est un contexte. Alors le contexte de la réception dont on parle ici, dont on a parlé ici, par exemple, dans vos exemples concernant ce qui deviendra les Tesoro Mexicano, évidemment, de l'autre côté, il y a quelque chose qui est très difficile à saisir. Et alors là, disons, le modèle de Baxendale peut être un point de départ, mais il y a là autre chose. Parce que, disons, ce modèle de communication, ce n'est pas vraiment un modèle de communication, parce qu'il y a, disons, arrachement culturel, il y a oppression, monopolisation, secret, etc. Il y a pas seulement des obstacles, mais aussi des tensions qui ont été évoquées. Et il y a aussi la destruction physique. Alors on peut commencer par ce modèle de Baxendale où il y a ce schéma pour essayer de reconstruire une transmission qui implique des obstacles, des destructions, des monopolisations, etc. Quel a été le rôle joué par la culture grecque et romaine? Elle a été évoquée, les Virgile, et justement la liste de William Jones.
c'est compliqué. Il y a eu ce schéma, je viens d'évoquer Baxendal, mais derrière Baxendal, il y a aussi Ernst Gombrich, et Gombrich a montré dans son grand livre Art et Illusion, il a montré le rôle joué par les schémas pour saisir quelque chose, mais il y a aussi la possibilité de saisir quelque chose qui n'est pas dans le schéma. Alors là, il y a quelque chose de très important, c'est-à-dire que ce schéma, alors je viens d'évoquer cette notion de schéma qui vient de la Grèce ancienne, et évidemment il y a Kant, mais ici il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre formel, il y a quelque chose de concret dans ce schéma, il y a quelque chose qui se rattache à des noms propres, justement, Thucydide, etc., Virgile. La connaissance a été possible. C'est-à-dire que la connaissance est possible en général, et il y a eu connaissance. Alors là, j'ai plusieurs questions. Par exemple, dans le cas du livre qui a été, disons, signé par Recchi, je me rappelle que je l'avais consulté il y a longtemps à la Bibliothèque Vaticane, mais alors il y a eu la disparition des images, mais il y a quand même des images chez Recchi. Et je me demande les sources de ces images. Là, il y a, je pense, un travail à faire. J'imagine que vous avez travaillé dans cette direction. Le livre est magnifique, mais évidemment, il y a cette préhistoire qui est magnifique elle aussi. Oui, j'ai plusieurs questions, évidemment. Alors, par exemple, Filippo De Vivo nous a montré les implications de cette prise de distance par rapport aux nouvelles. Cette prise de distance qui s'est jouée à plusieurs niveaux, c'est-à-dire dans les boutiques des barbiers, mais aussi, disons, à un niveau d'un écrivain comme Gregorio Leti. Alors, je me suis posé la question que, en fait, De Vivo se pose aussi dans son livre qui a été évoqué par Sanjay, c'est-à-dire, il y a là la possibilité de saisir une prise de distance qui existait à l'époque par rapport à l'autorité. C'est-à-dire, le nom de Hippie Thompson a été justement évoqué plusieurs fois, mais je pense que aux côtés de l'attitude des déférences qui était certainement, disons, répandue, il y avait aussi la possibilité de, disons, un manque de déférence qui doit être analysé. C'est très difficile de saisir des documents de cette attitude, mais je crois que la présentation de De Vivo ouvre cette possibilité. J'avais une question pour ce qui concerne la présentation de Catarina Madeira Santos. Je crois que... Ah oui, excusez-moi, oui. Oui. Et justement, vous avez parlé des sources judiciaires. Et vous avez parlé de formulaires. Mais est-ce qu'à côté des formulaires, il y a aussi, disons, de réponses aux questions qui se rattachent à des événements spécifiques, etc. Je vous dis pourquoi je formule cette question. En vous écoutant, je pensais au procès d'inquisition où, en Italie par exemple, il y a des questions en latin qui ont été traduites par le greffier, et de l'autre côté, il y a des réponses qui sont des réponses, disons, en italien, mais dans deux fois en frioul, j'ai rencontré une référence à un interprète qui joue littéralement le rôle d'interprète entre l'inquisiteur et les imputés. Alors, les accusés. Et je me demande s'il y a quelque chose de comparable
dans les sources judiciaires que vous avez évoquées. J'ai une question concernant la présentation de Nir Shafir. Vous avez parlé de... you spoke about that visual reading. Now, I wonder whether it would be possible to explore the implications of that visual reading, looking for comparing copies of the same text, in order to see whether those copies could have included sometimes glosses and remarks made by readers. So, let's say, using the tools of textual philology, but for a purpose which would not be the reconstitution of the original text, or not necessarily so, but for a kind of anthropological purpose, in order to look for traces of the readers within the text, a sort of Baxander-like project. Yeah, I think maybe I don't have other. Yeah, I wonder whether Simon Scheffer would accept, but I think he would, cette référence à Kenneth Pike. Oui, d'accord. Oui, parce que je pense que là, alors il y a la possibilité de réfléchir sur, disons, le côté métaphorique de cette notion de circulation qui était, disons, dans les titres, mais, disons, d'une façon directe, si vous voulez. Et alors on pourrait peut-être prendre ces distances par rapport à cela. Merci.